Et quand on a commencé à arrêter les papiers sur un certain nombre de zones, il y a 3 trucs qui nous sont montés vraiment comme une évidence. C'était la contactabilité de nos clients. À l'époque, la contactabilité, c'était le problème du mec du CRM. Voilà, point barre. C'était lui qui se battait pour avoir un maximum de opt-in pour ses clients. Depuis ce jour-là, c'est devenu le problème de tout le monde et particulièrement des magasins pour pouvoir conserver la contactabilité de leurs clients. Donc, contactabilité. 2, on a compris tout de suite que c'était une problématique locale et on était très habitués au digital à faire des opérations, des campagnes nationales, beaucoup moins équipés pour faire des campagnes locales. Et quand j'arrête le catalogue à Narbonne, je ne peux pas lui dire non mais t'inquiète, je vais toucher du monde en France. Non, c'est à Narbonne qui veut que je touche sur la zone de chalandise. Donc la problématique locale. Et le dernier point, c'était industrialisation parce qu'on a énormément d'opérations promotionnelles chez Carrefour, multipliées par des campagnes locales. Et donc un truc à la main, c'était pas possible. Et donc on s'est retrouvé confronté à devoir industrialiser ce processus pour faire en sorte que nos clients soient exposés en temps et en heure et dans les volumes nécessaires. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à un sujet d'actualité, le Drive to Store à l'ère du digital. Avec la fin programmée des prospectus papier, une véritable révolution s'opère dans les stratégies de communication des promotions orchestrées par les retailers. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 2 personnalités de premier plan. D'abord Frédéric Prélot, directeur marketing opérationnel de Carrefour France, qui va nous expliquer les conséquences pour le distributeur d'abandonner ses catalogues papier d'ici 2026, abandon qui vient en réponse aux nouvelles contraintes légales et aux évolutions des habitudes de consommation. Pour Frédéric, le digital devient un levier clé pour maximiser la portée des offres, attirer les consommateurs en magasin et renforcer leur fidélité. Pour comprendre ces enjeux, nous avons également le plaisir d'accueillir Henri-Noël Bouvet, directeur France et Espagne de Shopfully. Shopfully est un éditeur de solutions technologiques qui accompagne les retailers dans cette transition. Avec ses outils innovants, Shopfully propose d'optimiser les stratégies de communication promotionnelle et de maintenir une contactabilité performante. L'expertise d'Henri Noël viendra légitimement compléter l'analyse de Frédéric. Au cours de cette émission, nous structurerons nos échanges en 3 parties principales. Nous poserons d'abord le contexte global en explorant les évolutions réglementaires et sociétales. Ensuite, nous nous pencherons sur les défis et les opportunités du côté des retailers, avec donc un focus sur Carrefour. Enfin, nous découvrirons les solutions technologiques disponibles sur le marché pour accompagner cette mutation. Mais avant de commencer, messieurs, pourriez-vous vous présenter un peu mieux que ce que je viens de faire ? Frédéric, à toi la parole. Bonjour à tous les deux, donc Frédéric Prélot. Carrefour, et Carrefour depuis un petit moment, parce que ça fait 35 ans que je suis dans la maison Carrefour, dans laquelle j'ai occupé différentes fonctions. J'ai commencé au contrôle de gestion, j'ai été directeur de magasin pendant 6 ans, j'ai été directeur marchandises pendant 2 ans, et désormais depuis 2019, je suis directeur marketing opérationnel
France. Je travaille pour l'ensemble des formats, hyper, super et proxy également. Dans marketing opérationnel, qu'est-ce qu'on y met ? On y met toute la partie production des supports promotionnels, commerciaux, les catalogues, qu'ils soient papier et digitaux, toute la PLV qui vient baliser tout cela dans nos magasins. On a également le pilotage de notre programme de fidélité. Ainsi que toute la partie CRM, qu'elle soit CRM de communication ou le CRM pour développer la valeur de nos clients, un CRM qu'on appelle cycle de vie. Et j'ai également, depuis le début de l'année, l'équipe Carrefour Service Client, les équipes qui répondent au téléphone quand le client il a une question ou un problème. Merci Frédéric, effectivement tu le disais, pour compléter tes propos dans l'ascenseur, puisqu'on enregistre au siège de Carrefour, merci de nous recevoir à ce titre. Avec plaisir. En te disant que quand on était dans l'ascenseur, on monte au centre névralgique de Carrefour, le centre névralgique il est dans les magasins en fait. C'est vrai, c'était beau. C'était beau, mais c'était vrai. C'est vrai que notre activité elle est beaucoup en magasin. Nous sommes en train de finir l'intégration des magasins Cora, donc 60 hypermarchés qui viennent de nous rejoindre. On a plus de 300 hypermarchés chez Carrefour et plus de 6000 magasins entre 1000 super et le reste en proximité. Donc je confirme, avec un e-commerce qui est en fort développement, mais le centre névralgique il est beaucoup situé dans les magasins. Effectivement, et on va voir en quoi justement attirer les consommateurs dans les points de vente est crucial pour Carrefour, au même titre que sur le site internet. Avant qu'on arrive là-dedans, je me tourne vers toi, Henri Noël. Est-ce que à ton tour, tu peux te présenter à nos auditeurs et présenter un peu plus Shopfully ? Bien sûr Cyril, bonjour à tous les deux. Moi j'ai commencé il y a 25 ans dans le monde du digital, donc j'ai fait toute ma carrière dans le digital, au début sur des plateformes d'emailing, de CRM. Ensuite, je suis passé côté agence pour générer de la base de données. À l'époque, on parlait d'opt-in suite au tout début bien avant le RGPD. Et puis après, je suis passé dans le monde du retail pour accompagner les enseignes à collecter justement des adresses, des opt-in dans les points de vente physiques, donc collecte de data pour mieux connaître ses clients. Et finalement, j'ai rejoint Shopfully il y a maintenant à peu près 4 ans pour prendre en main dans un premier temps le marché français, puis toute la péninsule ibérique il y a un peu plus d'un an. Alors Shopfully, tu peux nous dire un peu mieux quelle est votre proposition de valeur ? Alors Shopfully, tout d'abord, c'est une entreprise qui édite des sites et des applis pour les consommateurs, pour que les consommateurs puissent consulter autour d'eux, donc de façon géolocalisée, les offres et les promos des magasins. Ça prend la forme d'un agrégateur de catalogue, pour la plus célèbre qui s'appelle TNDO. Je vous invite d'ailleurs à la télécharger. Et ensuite, toute cette audience qu'on arrive à générer, on la met au service des enseignes et des retailers pour qu'ils puissent prendre la parole et mettre en avant leurs offres, le promo, afin de générer du trafic dans leur magasin. L'idée, c'est vraiment de générer des visites physiques dans leur magasin et non pas sur leur plateforme e-commerce. Donc une audience qualifiée que vous avez constituée au fil des années avec des dimensions de géolocalisation dont la mission est justement de permettre aux retailers d'attirer dans la zone de chalandise du point de vente les consommateurs. Exactement, c'est une entreprise qui a maintenant un peu plus d'une douzaine d'années, donc l'idée au début était de challenger le papier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce prospectus papier vit non pas ces dernières heures, parce que je pense qu'il sera là encore pour un moment, mais en tout cas, il prend une place de plus en plus faible dans le mix marketing des enseignes, pour plein de raisons qu'on va étudier. Et donc Shopfully a réussi à construire cette audience, et aujourd'hui, là, depuis le début de l'année, on a décidé d'ouvrir notre audience à d'autres plateformes en agrégeant d'autres plateformes pour démultiplier l'audience et ainsi assurer un reach maximal
pour les enseignes qui cherchent à impacter les décisionnaires des achats dans les foyers. Bon, merci Henri-Noël pour cette présentation, mais tu me sers finalement, tu me facilites la transition vers cette première partie qui consiste à un peu poser le contexte dans lequel on se trouve. Tu parles de la fin du papier, mais pas tout à fait. En préparant l'émission, Frédéric nous disait, mais en fait, il n'y a rien de plus puissant qu'une boîte aux lettres, parce que quand on met un prospectus dedans, après il est ramassé, il est sur une table, il y a toute la famille qui le voit, on le feuillette, on l'oublie, on revient dessus. Bref, il y a des habitudes qui sont ancrées depuis des dizaines et des dizaines d'années. En introduction, je le précisais, il y a un environnement réglementaire qui est en train d'évoluer, de changer, qui contraint un certain nombre d'acteurs à abandonner ou diminuer le papier. C'est entre autres une loi qu'on appelle WePub. Je ne sais pas si c'est le nom de la loi, mais enfin c'est sous ce diminutif-là qu'on la comprend. Un test. C'est un test qui a commencé en septembre 2021, donc il y a maintenant 3 ans. C'est un test de 3 ans donc qui prend fin. On attend là que les recommandations donc du groupe de travail de l'ADEME puissent être entérinées par le gouvernement, et on attend un gouvernement voilà, qui pourra prendre la décision de soit le généraliser, soit le continuer si les conclusions ne sont pas encore tout à fait significatives. Mais ce test sur 14 régions, enfin zones bien déterminées en France, nous amène à penser que les enseignes ont déjà pris le pas de la transition vers moins de papier, en tout cas moins de distribution papier. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. On s'aperçoit que les distributeurs papier, il n'en reste plus qu'un, parce que Mili a mis la clé sous la porte, et qu'aujourd'hui il y a juste Mediapost qui est quasiment en situation de monopole sur le marché français, donc forcément ça a un impact sur les coûts. En parlant de coûts, il y a eu aussi ces dernières années, une explosion du prix de la pâte à papier. Donc ça remet un peu en cause ce modèle économique de la distribution non adressée dans toutes les boîtes aux lettres. Et puis, comme tu le disais, le WePub, donc l'optimisation en gros des boîtes aux lettres fait que si, comme on le voit d'après les premières études, on est à moins de 20%, voire à moins de 1% sur la zone de Bordeaux d'opt-in boîte aux lettres, forcément c'est difficile pour les enseignes de compter uniquement sur ce canal-là pour générer du trafic dans leur point de vente, pour informer les foyers autour de leur point de vente. Et sur ce test-là, la quasi-totalité des distributeurs ont arrêté de distribuer. C'est-à-dire que personne n'est rentré dans l'idée d'aller distribuer uniquement dans les boîtes aux lettres qui sont équipées d'un WePub. Et donc, globalement, en tout cas, Carrefour a arrêté, Leclerc a arrêté à la foulée, Intermarché n'a pas distribué. Donc, beaucoup de... je ne sais pas quelle conclusion du test ils vont pouvoir faire, parce qu'en réalité, le fonctionnement imaginé du WePub pour les grands retailers n'a pas eu lieu, puisque nous avons arrêté complètement la distribution sur ces zones-là, étant vraiment suspicieux sur notre capacité à ne délivrer que les boîtes aux lettres qui étaient équipées d'un WePub, au-delà du fait qu'il y en avait très peu d'équipés. On ne savait pas bien comment ça allait être distribué, on ne savait pas bien comment ça allait être compté, on ne savait pas bien comment ce que ça allait nous coûter. Donc la quasi-totalité des retailers ont arrêté de distribuer sur ces zones totalement. Et on a basculé immédiatement dans un fonctionnement sans papier. Justement, à propos de cette mutation, Frédéric, les clients Carrefour, est-ce que tu les vois aussi changer d'état d'esprit par rapport à la façon avec laquelle la promotion leur est communiquée ? Alors, je pense qu'il y a deux sujets. C'est le rapport des clients de Carrefour à la promotion en règle générale. Donc, promotion, c'est le premier vecteur de venue dans les magasins Carrefour de nos clients. Juste avant le problème de fidélité, nous, on a besoin de cette attractivité promotionnelle. C'est l'ADN de Carrefour de faire des grosses promos dans nos magasins. On a
300 hypermarchés qui nécessitent une attractivité régulière, où on ne vient pas spontanément et régulièrement faire ses courses. Donc on a besoin d'un gros catalogue avec des grosses mises en avant à l'ancienne dans ces hypermarchés. Et donc nos clients, ils veulent des promotions et ils veulent continuer à être informés de ces promotions. Ce qui effectivement a changé, c'est notre capacité à les toucher de plus en plus avec d'autres moyens que le papier. Mais dans cette transformation, comme on est en train de toucher à la première raison de venue chez Carrefour, la promotion, autant vous dire qu'on a pris vraiment des gants pour que ça se passe pour le mieux. On voulait, et à chaque fois qu'on a discuté de ce projet de réduire le papier dans les boîtes aux lettres, on rajoutait toujours à la fin, sans perdre un client et sans perdre un euro de chiffre d'affaires. Oui, parce que ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, il y a aussi des comportements vis-à-vis de la promotion qui diffèrent d'une génération à une autre, d'un urbain à un rural. On n'est pas dans quelque chose d'homogène et donc il faut adapter à chaque fois, finalement, sa stratégie. Tu me racontais en préparant l'émission que Madame Michu, retraitée dans la campagne, pour elle, le catalogue, c'est un support d'aide à ses courses qui est fondamental. Alors, il y a plein de choses qui font que la vision et l'utilisation de la promotion entre nos clients peut différer. Déjà, la façon de les toucher. On ne touche pas les personnes qui ont 70 ans de la même façon qu'on touche un jeune qu'on a une vingtaine. Et donc on a fait beaucoup de tables rondes avec nos clients pour essayer de comprendre ce qu'il leur fallait. Typiquement, je vous donne un exemple. Quand j'ai fait les tables rondes avec les clients seniors, ou pour lesquels on craignait que la contactabilité digitale soit plus compliquée. Donc déjà, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont complètement hermétiques au digital et ceux qui ont déjà basculé. Et la façon la plus simple de toucher des seniors en digital, c'est le mail. Voilà. Donc ça, tout de suite, ils ont dit la clé d'entrée, le premier niveau de digitalisation de nos clients, c'est le mail. Et donc une grosse partie de nos clients seniors, on pouvait les toucher par mail. Et l'autre partie nous a dit, mais non, attendez, nous, on veut pas aller comparer, on veut pas faire la comparaison entre les catalogues. Nous, on veut préparer nos courses. Donc si vous nous laissez le catalogue à la sortie du magasin, le catalogue de la semaine suivante, on le prend et on rentre chez nous et on est content. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé que dans toutes nos actions de réduction du papier, on ne réduisait pas le papier in-store, puisque ce papier in-store n'est pas gâché, puisque les clients l'utilisent et en ont besoin pour préparer leurs courses. Donc les clients aussi évoluent avec plus ou moins de force en fonction des générations et des habitudes, mais il y a aussi chez les jeunes cette volonté peut-être de passer plus facilement au digital. Tu le perçois ça, ou est-ce qu'il y a finalement des changements sociétaux qui sont tellement profonds que pour certains d'entre eux, finalement, c'est totalement naturel d'abandonner le papier? C'est évident que les populations les plus jeunes sont habituées à fonctionner avec leur téléphone, ont même cette habitude de regarder des choses sur le téléphone, et qui faisait partie des sujets sur lesquels on a un peu buté. C'est que quand vous passez d'un catalogue qui est au format 21-29-7 à un format qui tient sur un téléphone portable, le niveau de lisibilité par rapport à avant est moins bon. Et donc nos clients, quand ils nous font des reproches sur la partie digitale, c'est souvent sur la lisibilité. Et donc là, on voit bien qu'il y a un sujet d'habitude. J'ai eu l'habitude de regarder un catalogue sur un format 21-29-7. Je trouve que c'est moins lisible sur un plus petit format qui est en digital, et alors que les jeunes n'ont pas cette problématique-là, parce qu'ils sont habitués à regarder la télévision là-dessus, à lire leur mail là-dessus, et donc du coup on voit qu'il y a des utilisations différentes et des habitudes différentes qui ont été prises. Les enjeux, tu le disais, c'est, je te donne la parole après, Henri Noël, tu vas nous exposer ta vision de la chose. Les enjeux, tu disais, c'est de ne pas perdre un client. Alors oui. On comprend. Comment on fait pour mesurer ça? Alors, peut-être, je vais expliquer comment on le mesure, mais je vais expliquer comment on aborde le sujet au préalable. Quand on a arrêté l'arrêt des catalogues, on a commencé à arrêter les catalogues en 2021. Et on avait arrêté les catalogues sur quelques magasins en disant, nous, on n'a rien contre le papier, à partir du moment où il est utilisé. Nous, on avait un problème avec le gaspillage du papier. On distribuait un certain nombre de catalogues dans les boîtes aux lettres et la moitié partait à la poubelle directement. Et donc là, pour le coup, on avait quand même l'impression qu'on avait mieux à faire d'un point de vue environnemental, sachant qu'on n'avait pas de problème sur le papier qui était utilisé.
puisque nos clients en avaient besoin, donc on voulait continuer à leur conserver ce papier. Et quand on a commencé à arrêter le papier sur un certain nombre de zones, il y a 3 trucs qui nous sont montés vraiment comme une évidence. C'était la contactabilité de nos clients. À l'époque, la contactabilité, c'était le problème du mec du CRM. Voilà, point barre. C'était lui qui se battait pour avoir un maximum d'opt-in pour ses clients. Là, depuis ce jour-là, c'est devenu le problème de tout le monde, et particulièrement des magasins, pour pouvoir conserver la contactabilité de leurs clients. Donc, contactabilité. 2, on a compris tout de suite que c'était une problématique locale. Et on était très habitué au digital à faire des opérations, des campagnes nationales, beaucoup moins équipés pour faire des campagnes locales. Et quand j'arrête le catalogue à Narbonne, je ne peux pas lui dire non mais t'inquiète, je vais toucher du monde en France. Non, c'est à Narbonne qu'il veut que je touche, sur la zone de chalandise. Donc la problématique locale. Et le dernier point, c'était industrialisation, parce que du coup, on a énormément d'opérations promotionnelles chez Carrefour, multipliées par des campagnes locales. Et donc un truc à la main, c'était pas possible. Et donc on s'est retrouvé confronté à devoir industrialiser ce processus pour faire en sorte que nos clients soient exposés en temps et en heure et dans les volumes nécessaires. Et ensuite, on a piloté, pour répondre à ta question, on a piloté la performance de cette opération en mesurant l'évolution du chiffre d'affaires des magasins sur lesquels on avait totalement arrêté versus des magasins où on n'avait pas arrêté le papier. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu mesurer. Alors c'est vrai qu'on avait commencé prudemment, puisque je vous l'ai dit en introduction, la promo, c'est l'élément principal devenu chez Carrefour, donc on voulait éviter de se tirer une balle dans le pied, et donc on avait plutôt arrêté des magasins qui étaient assez peu ou moins sensibles à la promotion, comme souvent sont les magasins urbains. Quand tu dis que c'est la promotion qui fait le drive to store l'élément le plus fort, il y a en opposition quoi? C'est les habitudes de consommation. Je te donne mon exemple. Moi, je vais faire mes courses chez Carrefour à Auteuil, et je vais faire mes courses chez Carrefour à Auteuil, pas parce que j'ai des promos, mais parce que je suis bien obligé de me nourrir. Alors c'est vrai, et donc c'est aussi le cas des magasins urbains. À Auteuil est quand même un magasin très urbain, autant dire qu'à Auteuil, le niveau du chiffre d'affaires promotionnel d'Auteuil était quand même relativement faible pour plein de choses, pour les types d'habitants qui sont autour, et puis pour le fait que l'hypermarché en centre-ville, il n'y en a pas 50, hein, il y a qu'Auteuil. Donc là on est typiquement dans le cas des magasins urbains où la raison de venue de nos clients, c'est la proximité et le choix en centre-ville. Plus le magasin est à la campagne, et nous on a quand même beaucoup de magasins qui sont en dehors du centre-ville, urbains, exactement en dehors du centre-ville, c'était un peu le concept même de l'hypermarché. Exactement, c'est le concept même de l'hypermarché. Là par contre, on est obligé d'aller chercher les clients parce qu'il y a plein d'endroits où on n'arrive pas par hasard, quoi. C'est pas parce qu'on vient pas, il faut prendre sa voiture. Des fois, il y a 10-15 minutes de trajet pour aller, peut-être même plus que ça, des fois, dans certains magasins très très ruraux. Et là, pour le coup, on a besoin d'un vecteur d'attractivité qui est, en règle générale, la promotion. Voilà, donc la promotion vient renforcer le besoin, malgré tout, de faire ses courses. Ah, bien sûr. Et sans cette promotion... La première raison de venue d'un hypermarché et dans un magasin, c'est la proximité. C'est la proximité. Voilà. Par essence, on va faire ses courses le plus proche possible de où on habite ou où on travaille. Merci Frédéric. Henri Nouel, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces commentaires finalement et retours d'expérience de Carrefour? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà observé? Comment tu analyses tout ça? Oui, on partage beaucoup de choses avec ce que vient de dire Frédéric, bien entendu. Nous, avec toutes les enseignes avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on échange, on s'aperçoit qu'il y a en ce moment, dans cette phase de transition du papier vers autre chose, hein, c'est pas que vers le digital. Il y a 3 challenges qui sont importants. Le premier, c'est justement assurer cette transition du papier, donc organiser la distribution du papier de la meilleure façon possible, optimiser en gros le mix média, puisqu'avant je le disais à Frédéric, son métier était différent, il était sans doute plus facile dans cette partie mix média, il y avait d'autres contraintes, mais il avait comme objectif de contacter toutes les boîtes aux lettres et de s'assurer que le prospectus papier était dans toutes les boîtes aux lettres autour du point de vente. Et Frédéric a acquiescé quand tu as dit ça. Absolument, je pourrais y revenir juste après. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'être, en plus d'être dans la boîte aux lettres, c'est d'être dans le téléphone des gens, puisque c'est là où ils passent la plus partie de leur temps. La plus grosse partie du temps, c'est, je crois, plus de 2h30 par jour en moyenne.
donc c'est proche de la télévision, voire au-dessus. Donc les enseignes ont envie de rentrer en contact avec leurs clients là où ils sont. Et ils sont sur leur téléphone partout, tout le temps, c'est mobile, c'est plus statique comme l'était la boîte aux lettres. Donc il faut en premier lieu optimiser le mix média, s'assurer qu'on est capable de toucher tous les consommateurs. Frédéric parlait de la contactabilité et là c'est à mon avis le terme et l'objectif le plus important, le challenge le plus important. Nous on a divisé en 3 types d'audience cette contactabilité. Et d'ailleurs, la plus grosse partie, je pense, du budget qui est issu des économies qui sont faites sur la production et la distribution de papier vont pour accompagner ce premier type d'audience qui est le owned. Ce qu'on appelle le owned, c'est-à-dire tous les canaux des propriétaires des enseignes, leur site, leur newsletter, leur base de données téléphone, SMS, l'opt-in WhatsApp, le téléchargement de l'application, bien entendu. Mais c'est l'ensemble des contacts qui ont donné leur accord pour être touchés par un canal ou un autre. Par un canal ou un autre, par l'enseigne même, d'accord, avec une redirection sur les propres supports de l'enseigne où le client pourra... Et ça, c'est un asset très fort pour les enseignes. Oui, c'est la base même, comme le disait Frédéric, sur la personne qui gérait le CRM et qui se sentait par moments peut-être un peu seule avec cet objectif. Aujourd'hui, c'est... toute l'entreprise qui a comme objectif prioritaire de pouvoir rentrer en contact avec ses clients, puisque c'est plus seulement la boîte aux lettres papier qui fait office de levier. Donc le deuxième type d'audience, nous c'est ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas forcément basées chez Carrefour, qui par contre préparent leurs achats. Et je reviens sur ce que tu disais, Frédéric, à propos des clients, des consommateurs seniors qui disaient « mais nous, c'est comme ça qu'on organise nos achats, on s'en sert ». Et le catalogue, qu'il soit papier ou digital, n'est pas perçu comme de la publicité. Il est perçu comme une habitude de consommation. Comme une aide. Ouais, c'est ça. Et donc c'est important de le mettre à disposition là où les consommateurs, là où les clients autour du magasin vont chercher l'information. On parlait du local et il faut absolument que tout ça soit localisé. On a, nous, fait des études avec Nielsen et on sait qu'on a plus 23% de taux de clic ou de taux de consultation lorsqu'on rajoute à la publicité juste le nom du magasin. Le nom ou l'adresse du magasin. C'est-à-dire, on parlait de Narbonne, Carrefour Narbonne, et ben ça va générer plus d'attrait que Carrefour tout simplement. Parce que le consommateur va dire ah non mais c'est bien à moi qu'on parle parce que c'est dans ce magasin-là que je vais faire mes courses. Oui, il s'identifie au magasin où il a déjà été, où il va, où il passe devant. Donc il sait qu'il va avoir l'inventaire, les offres, les promos du magasin où il va aller. Parce qu'en version globale, il va dire oui, non, mais c'est des promos globales, je ne sais pas si elle va être appliquée dans ce magasin. Là, il ne se pose même pas la question, il sait que c'est ce magasin-là, celui dans lequel il a l'habitude de faire ses courses, que les promos seront possibles d'être trouvés. Et ça, mine de rien, ça crée une vraie exigence opérationnelle parce que si jamais je t'expose à Narbonne et que tu habites à Paris, tu ne vas pas être content. Donc du coup, la capacité d'exposer, on dirait tiens, le métier est plus compliqué, mais là, un exemple, c'est que quand je mettais le catalogue dans la boîte aux lettres, le client, il pose dans sa tête, c'était clair que c'était son magasin qui est à côté qui parlait. Là, si jamais, et on le fait, sur toutes nos communications, que ce soit magasin, enfin que ce soit owned ou paid, on précise le nom du magasin et donc il faut que la qualité de ciblage des plateformes elle soit extrêmement précise. Voilà, c'est intéressant parce que ça nous permet de mesurer si c'est quand même correctement fait. Et sur la partie propriétaire, quand on cible un client, il faut que notre data soit suffisamment fiable pour lui présenter le magasin qu'il fréquente. Et des fois, c'est compliqué quand les clients ils zappent un peu à gauche à droite de leur proposer le magasin qu'ils fréquentent. Mais ça, c'est une vraie exigence opérationnelle, une vraie complexité. Parce que si je te mets le nom d'un magasin qui n'est pas le tien, ça fait l'effet inverse. Ça marche pas dans mon magasin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc plus complexe. C'est une exigence quand tu parles de paid et toi de pool, on dit la même chose. Pas forcément, parce qu'après il y a le push aussi, oui, parce que sur lequel je vais revenir. Donc voilà.
ils englobent parce que c'est un coût bien particulier, mais donc il y a ce pool qu'il faut organiser, il faut maîtriser. C'est un peu à l'instar du e-commerce où il faut être bien placé sur les pages Google, sur les pages de search. Là, c'est pareil, sur toutes les plateformes qui mettent en avant les offres, les promos, il faut s'assurer que tout soit bien organisé et qu'on soit mis en avant par rapport à la concurrence. Et il y a le consommateur qui risque d'être mécontent si jamais c'est mal fait, puis il y a le directeur du magasin aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et ça, c'est le métier justement de Shopfully, c'est agréger toutes ces plateformes pour mettre en avant les offres au bon moment et surtout au bon endroit. Et puis, il y a donc un troisième type d'audience qui est là ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire comment je vais aller chercher des utilisateurs qui ne sont pas forcément en mode recherche, qui ne sont pas à ce moment en train de se dire qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ou la semaine prochaine à la maison, mais là il faut pouvoir impacter ces personnes-là dans les 3 étapes du funnel, donc tout ce qui est brand awareness, considération, et puis après surtout les plus intentionnistes dans le last mile, le dernier kilomètre autour des points de vente, pouvoir les pousser soit avec des campagnes SMS, des push notifications ou des displays avec des formats adaptés. Et le troisième challenge qu'on voit, Frédéric l'a abordé, c'est le format. Le format de la promo qui est poussé. Est-ce que ce bon vieux catalogue PDF tel qu'on l'a aujourd'hui est vraiment le format le plus adapté pour les écrans petits du mobile? La réponse est dans la question, semble-t-il. Mais en fait, le format PDF, il a quand même des vertus et surtout il a des résultats qui sont pas négligeables, loin de là, ça marche très bien. On a des taux d'engagement donc supérieurs à 1 minute, 2 minutes, c'est-à-dire que les utilisateurs, les consommateurs restent longtemps. C'est un format qui, comme je disais, n'est pas forcément perçu comme de la publicité, donc on ne se sent pas agressé par la publicité. Mais bon, il n'est pas vraiment adapté. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. C'est de temps en temps les enseignes qui modifient leur format papier pour que derrière, il soit plus facilement digitalisable. Ah oui. Avec des formats avec moins de contenu par page, des produits plus gros, du texte plus oui, c'est visible. ce que disait Frédéric tout à l'heure. Il faut zoomer pour pouvoir lire l'information. Donc du coup, il y a une expérience utilisateur qui n'est pas forcément très fluide. Ça. Là aussi, c'est dans les complexités opérationnelles qui sont les nôtres. Vous savez que dans un premier temps, on a pris le catalogue qu'on faisait en papier et on l'a mis en digital. Bon, c'était le début en disant... il ne faut pas que pour nos clients, il y ait trop de bouleversements. Si on commence à leur dire, moi le papier tu l'as plus, mais par contre en digital, je t'ai aussi cassé le format, je t'ai mis avec des produits qui défilent, il faut slider, il faut scroller ou autre. On s'est dit, on va perdre tout le monde. Et ça n'a pas raté parce qu'on a fait différents tests. Les clients, ils voulaient rester sur leur catalogue format PDF. Avec les pages attendues, exactement. Mais pour autant, ils trouvaient que c'était pas très lisible quand même. Mais ils n'étaient pas prêts à basculer. On sent qu'on va devoir améliorer cette expérience avec une complexité opérationnelle qui va être de faire un catalogue différent entre celui qu'on va mettre en papier dans les magasins et celui qu'on va mettre sur le web ou sur notre app, parce que les problématiques sont pas les mêmes, mais on sent aussi qu'on va devoir faire rentrer quelque chose qui est apparu aussi très vite comme étant une attente de nos clients quand on leur a présenté en disant mais attendez, dans ce magasin-là, dans quelques semaines, il n'y aura plus de papier dans votre boîte aux lettres, mais vous inquiétez pas, vous allez l'avoir, on va vous l'envoyer par mail, vous l'aurez sur carrefour.fr, vous l'aurez également sur votre app. Ils ont dit bon, ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, si c'est en digital, mettez-moi de la perso. Je ne vais pas lire tout le... Et donc le sujet de le format du catalogue versus le format du catalogue papier, le format du catalogue digital, il y a un sujet de à quoi il ressemble, mais dans la façon aussi de sélectionner il y a une les offres. curation de la promo, en Exactement, fait. C'est ce que tu es en train de nous dire. Exactement. C'est-à-dire que ne balancez pas tous les machins sur le pet food, parce que j'ai pas d'animaux, donc tout ça, je veux pas le voir. Le jardin, j'en ai pas, donc pareil, je veux pas le jardin. En revanche, j'ai des enfants, je veux bien les pubs, les promos liés au goûter, aux fournitures scolaires, ou ces choses-là. C'est ça ? C'est exactement ça. Et je vais vous donner un exemple parce que
aussi, il y a beaucoup de technicité. Il faut que le client soit logué, il faut que je sache qui c'est, parce que si je veux lui personnaliser, il faut que je connaisse ses achats. Et donc, on a, il y a 2 ans, on a créé des pages sur l'app et sur Carrefour.fr. À partir du moment où le client il est logué, la capacité à faire remonter sur le devant du catalogue, dans les premières pages, on fait remonter les offres du catalogue que le client achète. Et vraiment avec beaucoup de rigueur. C'est-à-dire les offres qu'achète le client sur le catalogue. Exactement, celles qu'il achète. Donc du coup, je ne change pas le catalogue reste le même, sauf que je trie et je lui... Alors, et on n'a pas voulu ne pas lui montrer le reste. C'est-à-dire que s'il veut continuer à lire le reste, par contre, on va dire, écoute, si jamais tu veux que je t'aide, j'ai mis sur le devant, et c'est clairement indiqué, il y a le prénom du client, spécialement pour toi, on a remonté les offres. Et on avait quand même, on a une habitude chez Carrefour, c'est de mesurer la satisfaction au travers d'un NPS. Donc, dans les magasins, quand vous faites vos courses, on vous envoie un petit message, mettez-nous une note sur 10, et avec ça, on calcule le Net Promoter Score. Et on l'a fait également sur les catalogues. À la fin de nos catalogues, quand vous avez tourné toutes les pages, vous avez, est-ce que vous êtes satisfait de l'expérience? Et donc, on obtient un NPS. Et résultat des courses, quand le client il est exposé à un catalogue non personnalisé, le NPS c'est aux alentours de 20. Et quand on lui expose une offre qui soit personnalisée, on a remonté les produits qui l'intéressent, on prend 10 points de NPS, on passe à 30. Donc il y a bien la perso, c'est vraiment un sujet avec toutes les complexités. C'est-à-dire que si je montre au client que les produits qu'il achète, c'est quand même un peu antinomique par rapport à la promotion, l'attractivité. Donc il y a quand même un juste équilibre à trouver. Ce qui est sûr, c'est que le client il va pas tourner 100 pages ou 80 pages sur son téléphone avec son doigt. Ça, c'est sûr qu'on trouve autre chose. Je vais aller plus loin avant de te repasser la parole, Henri-Noël, dans la gestion de la promotion en point de vente. Moi, je fais mes courses avec la zapette, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, la scanette. La scanette, voilà. Il y a un écran dessus. Ouais. Est-ce que ça, c'est un support qui est amené à accompagner le consommateur dans la lecture des promotions en magasin? Alors, est-ce qu'on l'utilise comme un vecteur pour dynamiser, pour inciter le client à acheter plus en promotion? La réponse est plutôt non, c'est plutôt pour lui dire sur le produit qu'il vient d'acheter, il y a une promotion qui vient de se déclencher, c'est plus pour le rassurer sur le fait que quand il va passer en caisse, ça va bien se déclencher. Pour l'instant, c'est plutôt utilisé comme ça, mais on pourrait aller plus loin, et du reste, ça fera partie, à mon avis, d'un sujet que j'aborderai tout à l'heure, qui est notre capacité aussi. Là, on transforme le support de communication promotionnelle, mais on va aussi, je pense, faire beaucoup évoluer la promotion en elle-même. Et donc là, on pourrait très bien être sur des promotions personnalisées. Je sais qui a la scanette dans la main. On pourrait très bien dire, écoute, si tu prends ce produit-là, t'en prends un deuxième, je te fais une remise dessus. Et donc cet écran-là pourrait être utilisé de manière plus punchy sur l'augmentation des achats du panier de nos clients. Henri-Noël, finalement, Frédéric est en train de nous raconter une chose qui est hyper importante, c'est que la promotion des promotions, la communication de la promotion, ça passe par la data et le format. En fait, les deux sont liés, c'est-à-dire pouvoir aller chercher la bonne information concernant le bon consommateur et le lui pusher, et puis le format à adapter qui parfois convient avec du PDF, d'autres fois moins. C'est quoi les questions et les enjeux là-dessus qui se posent à l'ensemble de l'industrie? Alors sur le format, il y a déjà une chose qui est importante, c'est le device sur lequel on va pousser la promo. Si c'est un téléphone, puisque c'est l'axe principal qui a l'air de s'imposer, le téléphone, puisqu'il est dans les poches de tous les consommateurs. Est-ce qu'on peut mettre, comme le disait Frédéric, 10 produits sur un petit écran comme ça et inciter à zoomer? Je ne pense pas que ça soit optimal. Par contre, il faut savoir aussi avoir un catalogue qui soit suffisamment riche pour intéresser, parce qu'on peut faire la promo comme on le fait à la radio sur un produit ou 2 produits et en se disant ça va faire venir la personne en magasin, mais dans ce cas-là on n'est plus sur un mode je prépare mes courses, je prépare ma liste de courses et mes achats, on est plus sur j'ai ça et donc je vais aller me diriger, j'ai cette promo qui m'a impacté, donc je vais aller me diriger en magasin. Donc là-dessus il faut qu'on trouve, et en ce moment il y a beaucoup de tests qui sont faits avec les enseignes partout en Europe, on le voit, du nombre de promos, de la profondeur du catalogue qu'il faut avoir
pour que ça soit optimisé pour le mobile. Des fonctionnalités qui sont ajoutées, comme ajouter à la liste de courses, avoir un descriptif directement dans le catalogue du produit, voir les produits qui peuvent être similaires ou de la même catégorie qui peuvent être montrés. Tout ça, c'est l'objet des tests qui sont en ce moment pour préparer le catalogue de demain, qui sera sans aucun doute personnalisé, si on a la capacité, si on a la data, parce que forcément l'enseigne a sa propre data, mais lorsqu'on est en phase d'acquisition, on n'a pas forcément la data ou l'historique. Ce que tu dis, mais est-ce que finalement il n'y a pas des métadonnées extérieures qu'on peut utiliser pour déduire que le consommateur potentiel qu'on cherche à toucher, c'est plutôt un jeune, c'est plutôt un moins jeune? Est-ce qu'on peut aller agréger d'autres finalement sources de données pour avoir un premier filtre? Alors on a accès à beaucoup de données, de la data, alors chez nous de la data first party qu'on va utiliser par exemple pour aller sur d'autres carrefours d'audience, chercher des lookalikes et des personnes qui ont un comportement similaire ou des habitudes de consommation, de consultation similaires. Là-dessus on va pouvoir personnaliser avec un carrousel sur les 3 meilleurs produits les plus cliqués, les plus consultés pour augmenter la pertinence de la promo qui est poussée. Maintenant, pour faire tout un catalogue et le construire en fonction de ça, c'est encore un peu léger à mon sens. Parce que et on a besoin de plus d'informations. En temps réel, justement, la construction de ce catalogue qui s'affiche en fonction des données comportementales ou des données que possède le distributeur. Le temps réel, c'est un des avantages du digital par rapport à d'autres médias. On est capable aujourd'hui de retirer un produit parce qu'il n'est plus en stock dans un magasin localement, donc on peut le retirer du catalogue et le remplacer par autre chose. On peut, en fonction, c'est le rêve de tous les marketeurs, en fonction de la météo, pousser les melons ou le taboulé parce qu'il fait super beau et très chaud, et à l'inverse, s'il fait plus froid, on les met un peu plus loin dans le catalogue. Tout ça, c'est tout à fait imaginable et aujourd'hui avec la technologie du moment. Et puis il y a aussi autre chose en plus du format. Frédéric l'a un peu abordé, mais dans cette personnalisation ou cette customisation des offres et des promos, il y a tout ce que le papier n'apportait pas, c'est la mesure en fait. La mesure de l'engagement, de l'attention vis-à-vis des promos, vis-à-vis des produits qui sont consultés, quels sont les promos qui sont les plus consultés, les plus cliqués, et pouvoir étudier et suivre ça sur du moyen long terme et adapter derrière le catalogue. C'est sûr que ce que tu dis, Henri Noël, est pertinent. Frédéric, quand on mettait le catalogue dans la boîte aux lettres, c'était hyper puissant, mais en fait, la façon avec laquelle tu le mesurais, c'était la fréquentation en magasin. Mais exactement. Ça s'arrêtait à ça. C'était relativement simple. En gros, on distribuait énormément de catalogues dans les boîtes aux lettres, et l'indicateur que nous avions, c'est si on faisait pas le catalogue, on faisait pas de chiffre, quoi. C'était un peu le niveau de l'analyse, et c'est pour ça du reste que quand on a commencé à passer et à transformer notre communication promotionnelle sans le papier en digital, dans un premier temps, on s'est affranchi d'avoir des réponses trop précises à des questions qu'on s'était jamais posées. Donc, on a commencé par dire qu'est-ce qu'on savait avec le papier, mais on savait combien je touchais de gens, parce que c'était des boîtes aux lettres. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de retoucher le même nombre de personnes d'une autre façon, que ce soit comme tu as dit tout à l'heure, qui était soit avec notre owned, soit avec du paid média. Et notre obsession, c'était de reconstituer ce reach originel, de le reconstituer en format digital. On s'était même dit qu'on avait peut-être, dans des zones qui n'étaient pas très digitales, utiliser du média offline, de l'affichage, des choses de ce type qui n'est encore ajouté la complexité à ce processus qui est hebdomadaire quand même, parce que toutes ces discussions sont hebdomadaires. Et donc on a très vite compris que notre comment dirais-je, notre salut était dans notre capacité à toucher un maximum de clients avec nos propres médias. Donc on a mis beaucoup d'emphase sur l'application.
Donc la feed, c'est de ça dont on parle, les programmes de feed. Alors l'application, qui est, tu as raison, absolument, qui est comme principale raison de télécharger l'app, c'est pour avoir la carte de fidélité. Et quand le client il a mis sa carte de fidélité et il a téléchargé l'app et mis sa carte de fidélité, on est capable de le contacter en push, on est capable de le personnaliser son expérience quand il ouvre le catalogue. C'est un enjeu très très fort sur lequel on a embarqué tous nos magasins. Et donc l'élément de mesure dans un premier temps a été uniquement la capacité à toucher le même nombre de clients qu'avant. On a même rajouté une petite subtilité, c'est que le niveau de mémorisation n'est pas le même. Quand tu prends un catalogue, tout le monde comprend bien l'exemple. Quand je prends un catalogue de 80 pages dans ma boîte aux lettres sur la foire au vin, et donc qui compte pour un touchpoint, et que j'envoie un SMS à un client qui dit c'est la foire au vin, donc j'ai un touchpoint également, on comprend bien que la puissance du touchpoint n'est pas le même. La capacité de mémoriser, etc. n'est pas le même, et donc on avait même rajouté une petite subtilité qui était qu'on pondérait chacun des touchpoints différents qu'on avait régénérés en fonction de la capacité de mémorisation. Voilà, donc et donc tout l'enjeu, c'était que magasin par magasin, on reconstitue le même niveau de mémorisation avec le papier qu'en digital. Et là, on est clairement sur les questions de format. Et justement, la question qui me vient, c'est à quand le Tinder, finalement, du catalogue ? J'en profite parce que nous, on a eu il y a quelques années, on a eu des stagiaires de l'école des mines. Et à ces stagiaires de l'école des mines, je leur avais dit, inventez-moi le catalogue de demain. Voilà, c'était l'objectif. Et mon histoire, elle est assez ancienne. Et nous, les retailers, on a une approche assez émotionnelle des sujets. Eux, pour le coup, ils ont une approche extrêmement rationnelle des sujets. Et ces deux petits jeunes sont venus me voir à mon bureau. Et du coup, cette équation par laquelle ils ont rationalisé l'efficacité d'une communication promotionnelle ne m'a plus jamais quitté. Cette équation, c'est une équation avec des facteurs. Donc, c'est le nombre de personnes que je vais exposer fois le pourcentage de gens qui vont percevoir cette exposition. Donc typiquement, quand j'envoie un mail, j'envoie 100 mails, taux d'ouverture du mail 30% dans le meilleur des cas, quoi. Donc déjà, j'ai perdu 70%. Donc exposition fois pourcentage de perception fois pourcentage de pertinence. Si j'envoie à 100 clients un mail, ils l'ont tous ouvert, donc je suis à 100 pour leur vanter une opération foire à la viande, et que ces clients sont tous végétariens, le pourcentage de pertinence tombe à 0. Et donc ça me plante toute mon équation. J'ai bien touché les gens, ils ont bien été exposés, mais l'efficacité tombe à 0 puisque c'est pas pertinent. Et je rajoute un dernier facteur qui est fois intensité persuasive. C'est-à-dire que si effectivement ça tombe bien, c'est bien ils mangent beaucoup de viande, c'est des viandards dans ce village, ils ont tous été exposés, ils trouvent tout ça pertinent, et je leur dis si tu achètes une tonne de viande, je te fais 10 centimes de remise. Tout le monde comprend bien que l'intensité persuasive de l'offre fait que ce facteur tombe à 0. Et donc, c'est l'ensemble de ce facteur qu'il faut optimiser, l'ensemble de ces éléments de cette équation qu'il faut optimiser, et typiquement la capacité à percevoir, à lire la promotion. Moi, je pense que c'est dans perception, c'est-à-dire que si j'ai un catalogue de 80 pages et qu'au bout de 10 pages, le client il arrête de tourner, j'ai quand même une grosse partie de mon catalogue qui n'est plus exposée. Et ensuite, sur la partie pertinence, on comprend bien la notion de personnalisation, c'est-à-dire que je suis exposé, donc du coup, plus les clients trouvent ma communication commerciale pertinente et susceptible de les intéresser, mieux c'est. Et enfin, intensité persuasive, pendant très longtemps, moi j'ai cru que c'était la puissance de l'offre, uniquement la puissance de l'offre. Mais en digital, c'est aussi le support qu'on va utiliser, la vidéo, tous les différents formats qu'on peut utiliser sur les différentes plateformes qui vont venir muscler cette équation qui va faire qu'à la fin, les gens ils ont envie de venir ou pas. Voilà. Donc c'est cette équation qu'on pilote tout le temps. Le own, donc on comprend bien la contactabilité, c'est bien alimenter la capacité à toucher un maximum de monde. Les différents supports, typiquement dans les travaux qu'on a menés avec la disparition du papier, on s'est rendu compte qu'une communication one-to-one, avant, quand on communiquait en digital, en gros, on avait 3 gros clusters de mails, les clients bio, les clients gourmets et les clients promovores. Là, maintenant, chaque client est exposé à son offre. En gros, le ciblage de nos clients, finalement, c'est un ciblage one-to-one
je te parle de toi, je te parle pas des gens je te parle de toi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a également mis en place. Voilà. Un peu de rationnel dans ces discussions qui sont souvent émotionnelles. Henri Noël. Alors j'ai pas fait les mines, mais je rajouterais peut-être la fréquence aussi, c'est-à-dire que le catalogue, et tu l'as dit, c'est toutes les semaines. Il arrive toutes les semaines. Et toutes les semaines, on se dit, bon, il faut que j'aille faire les courses. Il faut, surtout dans le secteur alimentaire. Et donc, il faut, habituer le consommateur à ce nouveau format et l'inscrire dans son habitude de consommation. C'est-à-dire qu'il va passer par cette étape du nouveau catalogue, quel que soit le format ou le support sur lequel il va le consulter. Et après, il y a aussi autre chose qu'avait, ou qu'a toujours d'ailleurs le prospectus papier, c'est qu'on le reçoit une fois, il est sur la table de la cuisine ou du salon, là où on va préparer les courses, etc. Et on va le consulter plusieurs fois dans la semaine. Et le digital, souvent, on se dit « Ah ben c'est bon, j'ai touché le consommateur et ça y est ». Mais non, il faut plusieurs répétitions, il faut impacter un utilisateur 2, 3, 5, 7 fois pour finalement le convaincre de faire l'action qu'on souhaite qu'il fasse. De durée en fait, pendant laquelle tu touches, parce que quand tu as le catalogue sur la table, je vais ajouter un point, ou dans l'entrée, tu regardes une fois, 2 fois, 3 fois en repassant, mais il n'y a pas que toi qui le regardes. Il y a potentiellement d'autres personnes du cercle de la famille. Et quand on a fait l'analyse tout au début, il est apparu que c'était le média qui avait cette faculté à faire à la fois du push, je te l'envoie dans ta boîte aux lettres, et du pull, je le reprends. C'est le média, il n'y a pas média qui est capable de faire à la fois du push et du pull avec autant de puissance. Donc voilà, ce constat, et c'est pour ça du reste, les retailers ont distribué des catalogues pendant 60 ans. Donc c'est sûrement parce qu'il y avait quand même une efficacité de ce média qui était assez incontestable. L'évolution de la situation telle que tu l'as évoqué au début, et notre capacité à toucher de plus en plus ses clients d'une autre façon qu'en boîte aux lettres fait qu'on remet en question ce sujet, mais ça ne remet pas en question le fait que ce catalogue était d'une puissance je crois qu'on est tous d'accord là-dessus sur cette réalité-là. Mais justement, swiper les promotions à la mode de Tinder, c'est un truc qui a du sens. Ce que je veux dire par là, c'est finalement pour s'adresser à un certain type de clients, peut-être les plus jeunes, quoique, je ne sais pas, ça fonctionne de tourner les écrans, de les balayer pour aller accéder à de l'information. Oui, mais c'est limité en termes de temps d'engagement. Et lorsqu'on est sur un catalogue, 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes par moment, je parle du catalogue digital, sur le papier ça peut être encore plus, on ne swipe pas pendant 3 minutes. On a besoin d'un format où on a une couverture de promotion qui soit plus adaptée, où on a la possibilité de voir, revoir, de repartir, etc. Donc il faut aussi... ça veut dire aussi ajouter, enrichir le média avec de l'audio, de la vidéo pour raconter une histoire un peu autrement. Est-ce que c'est ça aussi ? Ça peut être de la vidéo, ça peut être effectivement d'autres expériences un peu plus interactives peut-être, mais et je reviens au bon vieux PDF prêt à feuilleter qu'on met sur les plateformes majoritairement encore en ce moment. Le temps de connexion est quand même dingue si on le compare à d'autres canaux comme une story, une pub à la télé, une pub à la radio. En ce moment, c'est assez saturé. Je crois qu'il n'y a que les enseignes d'alimentaire qui font ou un petit peu de la GSS aussi qui font de la pub à la radio. C'est dingue. Et le format catalogue permet une attention poussée assez dingue. Et c'est pour ça aussi que, quand on fait des études de footfall, c'est-à-dire du nombre de personnes qui se dirigent effectivement en point de vente physique après avoir consulté, on s'aperçoit qu'on a des taux qui sont assez intéressants. Alors évidemment, toute l'attribution de la visite n'est pas liée uniquement à la lecture unique du catalogue. Les consommateurs sont impactés par tout type de publicité et voient les promotions sur différents supports. Mais en tout cas, le média qui retient l'attention le plus longtemps, c'est quand même encore le catalogue digital. Frédéric, une petite question pour la suite. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur, plus ou moins lointain,
finalement un rôle joué par le personnel en magasin. Je m'explique. Tu prenais l'exemple de la promotion de la semaine du vin, je sais pas que c'était La foire au vin. La foire au vin, merci. La foire au vin qui a un rendez-vous dans l'année qu'on essaye de ne pas louper. Finalement, est-ce que le caviste de l'hyper qui fait sa promotion, son catalogue, pourrait être amené dans le futur à enregistrer une petite vidéo pour dire ben voilà, je vous présente l'assortiment que j'ai choisi et voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi cet assortiment-là. Est-ce que finalement aller engager le personnel du magasin dans des actions de promotion pour dire c'est pas une centrale d'achat très éloignée qui a fait ça, il y a bien de l'humain là-dedans, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire du sens? Alors la réponse est oui, mais si je remets ma petite équation, la capacité à toucher du monde avec ce dispositif qui serait plus local, à mon avis, ça va être assez limité. Donc ça peut que nourrir le côté local, relationnel, mais en aucun cas ça va pouvoir remplacer à la fois notre capacité à aller chercher nos clients, mais aussi ceux des autres, puisque le catalogue a aussi une vertu d'aller chercher des clients à la concurrence ou des années à changer sur des grosses opérations type foire au vin. C'est quand même intéressant. Mais foire au vin, je vais revenir dessus, parce que la foire au vin, c'est quand même quelque chose qu'on a fait cette année. On n'a pas distribué le catalogue foire au vin. Typiquement, le catalogue foire au vin nous faisait très peur. Il y a un certain nombre de catalogues papier qui nous font très peur. Jouets, parce que les gamins, ils aiment bien découper le catalogue. Et le catalogue foire au vin nous faisait très peur, parce que c'est un catalogue qu'on feuillette, qu'on prépare, qu'on entoure, qu'on gribouille, etc. Sauf que ce catalogue foire au vin, il est assez facile, entre guillemets, à cibler. C'est-à-dire que ce sont des acheteurs qui sont des acheteurs réguliers. Donc ce qu'on a fait sur ces catalogues-là, c'est qu'on a envoyé dans les boîtes aux lettres uniquement aux acheteurs de foire au vin des années passées, et des acheteurs de vin, on leur a envoyé en adressé, pas en adressé, avec un timbre. Hein. Avec un timbre, exactement. On leur a envoyé ce catalogue, donc on en a envoyé beaucoup moins que quand on distribuait dans les boîtes aux lettres. Par contre, on a ciblé, donc on était toujours en ligne avec notre ambition de ne pas gaspiller. Donc là, on a vraiment touché des clients qui sont appétents. Et ça a très bien marché. Donc il existe sûrement d'autres façons de toucher nos clients, mais toujours dans le cadre de cette équation, parce que du coup, c'était très pertinent. Parce que le client, quand il voit c'était très pertinent, on était à fond, on a touché certes moins de monde, mais ce sont des clients qui ont été très efficaces pour lesquels on a eu un retour très efficace, puisque les clients, ils étaient intéressés et qu'ils ont trouvé l'offre pertinente, et donc du coup, ils sont venus dans le magasin. Donc oui, il y a d'autres façons de communiquer nos promotions que par des promotions de masse. Et économiquement, le fait de cibler et d'envoyer des courriers adressés, donc avec un timbre, comme tu disais, par rapport à distribuer à tout le monde, c'est le même type de budget, il y a un coût qui est vraiment différent. Non, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher au catalogue, évidemment. Oui, mais il y a moins de catalogues qui sont envoyés. Mais il y a beaucoup moins de catalogues qui sont envoyés, et donc du coup, la question, est-ce que ça coûte moins cher? La réponse est oui, ça coûte moins cher que de sulfater dans toutes les boîtes aux lettres. Et on a un taux de conversion qui est important. Qui est très important, exactement, puisqu'on a touché. Alors, ça a d'autres problématiques, c'est qu'on est moins en conquête, puisqu'on s'adresse à des clients qu'on touche, et donc du coup, la conquête, on l'a fait avec du pay média, du digital, sur les différentes plateformes, qu'elles soient Meta ou Google. Henri-Noël, c'est quoi l'avenir pour toi? C'est quoi les enjeux du futur auxquels on vient très clairement d'évoquer le papier, la fin du papier, que ce soit réglementaire ou pas, la réalité est qu'il y a de moins en moins de papier. C'est quoi la suite auquel il faut se préparer? Comme on le disait, je pense déjà c'est s'assurer qu'on est en capacité de toucher tout le monde, donc travailler son reach et s'assurer que tous les foyers autour des points de vente sont contactables. Ensuite, je pense qu'on va passer avec un peu de prospective sur la financiation de cet écosystème, ou en tout cas de cette conquête ou de cette communication, avec pourquoi pas la participation
des marques, des FMCGs qui vont, à l'instar du retail média sur les plateformes e-commerce, pourquoi pas participer aussi et chercher à être en avant sur ces modes de communication avec des accords qui vont être faits via les cellules spécialisées chez Carrefour ou dans l'enseigne en fait. Donc je pense que oui, il y a un futur assez proche et il y a un gros marché là-dessus. C'est comment exploiter toute cette data de la promo et toute cette contactabilité. Pas uniquement quand ils sont on-site, mais pourquoi pas aussi au moment où la promotion est poussée. Merci pour ce complément. Moi, je retiens de notre conversation que finalement, contactabilité, c'est quand même le mot-clé. Mix média, Frédéric, tu as parlé d'industrialisation et on comprend bien derrière que l'enjeu, c'est de pouvoir être efficace, donc d'où l'industrialisation. Henri Noël a abordé les notions de push, de pull, de own, qui sont fondamentales. Messieurs, merci beaucoup pour le partage, le retour d'expérience de Carrefour. Merci Henri Noël pour l'analyse et l'expertise que tu portes au sein de Shopfully. Je voudrais remercier également l'ensemble des auditeurs pour la fidélité avec laquelle ils écoutent ces podcasts. Merci à One to One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Si vous voulez contacter chacun de mes invités, j'imagine que LinkedIn est un bon moyen de rentrer en contact avec vous. Oui, voilà. Parfait, absolument. Il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Henri Noël. Merci Frédéric. Merci à vous.